Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. À la une de cette édition, la situation du coronavirus. Ce jeudi, 98 nouvelles contaminations ont été enregistrées et face à l'augmentation des cas communautaires, Touba met en place une coalition contre le corona. Initiative portée par des femmes. L'Église célèbre l'Ascension ce jeudi, une célébration qui marque l'élévation du Christ 40 jours après Pâques et la fin de la mission de Jésus sur terre. Elle se déroule dans un contexte particulier du fait du coronavirus. Et puis les préparatifs de la Korité, oignons et pommes de terre inondent le marché. Une flambée des prix est constatée. Les consommateurs comprennent mal cette hausse des prix. L'Église célèbre l'Ascension ce jeudi. La fête marque l'élévation du Christ 40 jours après Pâques. C'est aussi la fin de la mission de Jésus sur terre et annonce le temps de l'Église. Une commémoration particulière cette année à cause de la pandémie du coronavirus. Anne-Marie Gomis. Les années se suivent, mais ne se ressemblent guère, dit l'adage. Il y a un an, la communauté catholique avait célébré l'Ascension avec des églises pleines de monde. Cette année, en 2020, elle est célébrée avec des églises vides à cause de la propagation du coronavirus. Les évêques, soucieux de la santé des populations, orientent les fidèles vers d'autres lieux de culte. Les églises, les mosquées, les synagogues pour les juifs ne sont pas les seuls lieux de culte. Toute personne humaine, en tant qu'image de Dieu, est un lieu de culte. Le cœur de chaque être humain aussi est un lieu de culte, un sanctuaire où il peut adorer Dieu et le rencontrer. Les familles aussi sont des lieux de culte. Et le pape Pie XII nous le rappelait déjà quand il disait qu'une famille qui prie est une famille qui vit. Renchéri par le saint pape Jean-Paul II, qui disait que la famille est une église domestique. Mais il y a aussi les moyens de communication sociale. Eh bien, c'est sous ce format que la communauté catholique va célébrer l'Ascension. L'étymologie de l'Ascension, qui veut dire monter, élever. 40 jours après Pâques, il est monté au ciel, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Le premier message est que nous sommes des citoyens des cieux. Lorsque prendra fin notre séjour sur la terre, eh bien une demeure éternelle nous attend dans les cieux. Toute notre vie doit être une ascension. Une ascension permanente pour chaque chrétien appelé à être témoin du Christ, fidèle à son évangile, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Les nouveaux chiffres du Covid-19 au Sénégal. Ce jeudi, 98 nouvelles contaminations ont été signalées sur 1215 tests réalisés. 92 des nouvelles personnes testées positives sont des cas contacts. Les 6 autres sont issus de la transmission communautaire. À noter que 65 patients ont été déclarés guéris, ce qui porte à 1251 le nombre de guérisons au Sénégal. Écoutons à ce propos le docteur Aloïse Walidiouf. Ce jeudi 21 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1215 tests réalisés, 98 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,06%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 92 contacts suivis par nos services. 6 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Mariste 1, Castor 1, Cité Cœur d'Amel 1, Plateau 1, Guédiawaye 1 et Touba 1. 65 patients hospitalisés
ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 11 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 2812 cas ont été déclarés positifs. 1251 guéris, 30 décédés et donc 1530 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale précise que le Sénégal vient d'enregistrer 2 décès supplémentaires liés au Covid-19. Le premier est un homme âgé de 61 ans, décédé ce 21 mai 2020 au centre Kouemo de l'hôpital Fann. Le second est un homme de 68 ans, décédé ce 21 mai à l'hôpital Aristide Le Dantec. Le total des décès liés au Covid-19 est donc porté à 32. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à leurs familles éplorées. Une grande campagne de sensibilisation contre le Covid-19 est menée par la région médicale de Kaolack en collaboration avec le SNEPS. Une caravane est organisée dans les structures de santé, marchés, quartiers et maisons. L'objectif est de pousser les populations au respect des mesures barrières pour une lutte efficace contre la pandémie du coronavirus. Claire Diop. Une descente sur le terrain, aller à la rencontre des populations, c'est la stratégie nouvelle adoptée par les éléments du SNEPS pour une meilleure sensibilisation. Face à l'ennemi invisible appelé Covid-19, la prévention demeure l'arme la plus puissante pour venir à bout de la maladie. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, porter des masques, limiter les déplacements, éviter au maximum les contacts, ce sont là les messages forts lancés. Et la leçon semble bien apprise. Nous respectons à la lettre les mesures barrières. Il y va de notre santé. Moi, je ne sors plus pour éviter toute contamination. À la maison, il y a toujours de l'eau et du savon pour se laver les mains. Je surveille bien aussi les enfants. Il faut faire très attention et respecter tout ce que disent les spécialistes de la santé, notamment le lavage des mains, le port du masque et ne plus serrer la main. C'est très important. Des affiches et des masques distribués gratuitement. Le temps est également pris pour sillonner les quartiers, apporter la bonne nouvelle pour pousser à une prise de conscience et au changement de comportement. Les spécialistes adoptent l'approche communautaire. L'ensemble des postes de santé ont formé leur CEVAC-I. Maintenant, il s'agira au niveau de la communauté d'impliquer ces CEVAC-I, de les faire travailler. Et maintenant, ces CEVAC-I vont nous aider déjà dans la sensibilisation. Ces réseaux communautaires surtout, qui depuis le début nous accompagnent dans la mise en œuvre des activités de sensibilisation par rapport à l'engagement communautaire. Et donc toutes les activités de caravane, de VAD, c'est à travers ce réseau que nous faisons ces activités. Plusieurs activités ont été déroulées, notamment des émissions radio, avec comme invités en tout cas tous les acteurs qui sont en train de mener la lutte au niveau du district sanitaire de Guinguinéo. Des visites à domicile sécurisées avec adoption des mesures barrières ont été organisées par les spécialistes dans les départements de Kaolack. Beaucoup d'alertes venant des communautés ont été enregistrées. Avec la reprise des cours pour les élèves en classe d'examen, il est prévu une dotation en affiches. Je vous le disais en titre, face à l'augmentation des cas communautaires, des initiatives locales de riposte se multiplient. Ainsi, à Touba, une coalition contre le corona participe activement à la recherche de solutions. Il s'agit d'un regroupement de femmes décidées à porter leur pierre à la lutte. Le SNEPS et les districts sanitaires de la région de Diourbel ont mené ensemble des actions de sensibilisation. Omar Diaw. Les initiatives locales de riposte se multiplient dans la région de Diourbel, marquée par des cas communautaires en progression, particulièrement à Touba. Sensibiliser la population, ñu gëna fagaru, xamné fièvre bi lu am la. Té ñun ñoo wara taxaw, ñu songu ko mën ko daan. Rawati nak ñun jigéen ñi. Elles sont convaincues, le combat ne peut être porté uniquement par les hommes. Par leur place dans les communautés, elles peuvent contribuer à faire reculer la maladie. Département bu Mbacké ak commune bu Touba, ñu fexé jital jigéen mu taxaw ci karam and ak ay càmmiñam, and ko ak ay ndijaayam ak ay frèram ak ay sœuram ñom ñep.
Les abords de la mosquée sont d'une grande propreté. Plus près, les marbres et autres revêtements sont astiqués à grande eau. Un point propreté vient s'ajouter au décor. L'activité commerciale étant active à Touba, les délégués des marchés donnent l'exemple. kenn ku ne bala nga xëy si na nga takk masque di ñëw muy góor muy jigéen muy mag ak ndaw moom saa su ne loolu ñu wax ñu takk masque di ñëw di xëy si takk masque kenn ku ne boo mënee taxasu sa kër place booy jënd wax nañ ko la wut sel. Toutes les structures sanitaires du district sont en alerte. Elles participent à la surveillance épidémiologique et luttent surtout contre la stigmatisation. Comment faire pour le prélever sans qu'il y ait stigmatisation? C'est-à-dire essayer de le convoquer, ou bien essayer d'aller là, même si c'est nuitamment, pour essayer de faire le prélèvement. Pour ne pas être stigmatisés, ils sont même prêts à rester chez eux, mourir. Les agents du ministère de la Santé sont sur le terrain avant même le rebond des cas dans la région. Raison très particulière du fait de sa situation de carrefour, mais aussi de sa situation socio-démographique. Autant de facteurs l'exposent à la vulnérabilité. Vulnérabilité face aux maladies transmissibles mais évitables. Le combat ne peut se gagner que de l'intérieur. Il est plus facile de s'approprier les expériences nées des communautés et de les pérenniser. L'entente des mouvements associations de développement CMAD également sur le pied de guerre contre le Covid-19. Un mécanisme de riposte dans les quartiers périphériques et anciens de Dakar a été élaboré. Il va toucher 7 districts sanitaires de la capitale, une contribution citoyenne de plus pour endiguer l'avancée de la pandémie. Lamine Touré. Au pied du monument de la Renaissance africaine se dessine une vision communautaire de la lutte contre le Covid-19. L'entente des mouvements et associations de développement EMAD se joint à l'action publique. Dakar, la cible principale, 7 districts sanitaires sont concernés. 600 leaders communautaires seront formés sur le Covid-19 et équipés, soit 10 leaders par quartier, dont 5 adultes et 5 jeunes, parce que nous voulons que les jeunes soient davantage impliqués et participent au même titre que les adultes à la riposte. 60 comités de veille, de surveillance et d'alerte seront formés et installés pour délivrer la bonne information sur le Covid. Cette bonne information sur la pandémie sera disséminée dans Dakar Sud, Centre, Ouest, Guédiawaye, Pikine, Yeumbeul et Mbao. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication seront mises à contribution pour atteindre largement la cible. 7 groupes WhatsApp seront ouverts ainsi qu'une page Facebook où les jeunes filles et les jeunes garçons des quartiers pourront échanger entre eux et avec les membres du comité de veille et d'alerte. Ce que EMAD fait, il faut le louer, il faut le féliciter, il faut l'encourager. Nous en appelons aux autres partenaires pour accompagner les actions des organisations locales qui sont vraiment champions sur le terrain, en train de mener des actions de proximité et qui vont nous permettre de gagner ce combat. C'est un combat sans merci que nous devons mener et je vous dis que nous allons gagner ce combat. Le Sénégal continue de faire face au nouveau coronavirus. La maladie inquiète à la base. L'EMAD tient là une occasion de renforcer les plans locaux des 7 districts cibles de Dakar. Aujourd'hui, le Covid est en train de modifier toutes les échelles et toutes les priorités. Je salue votre mode d'action. Je salue les protocoles que vous avez mis en place. Mais j'en appelle à la responsabilité de tous les Sénégalais et de toutes les Sénégalaises. Cette responsabilité, à la fois individuelle et collective, est vivement souhaitée pour endiguer l'avancée du nouveau coronavirus au niveau communautaire. L'entente des mouvements et associations de développement joue sa partition. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur en application des instructions de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur poursuit le rapatriement des Sénégalais bloqués en France en relation avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le ministère de l'Intérieur et le ministère du Tourisme et des Transports aériens. Dans ce cadre, un vol de la compagnie Air Sénégal est prévu le 21
21 mai 2020 avec 149 de nos compatriotes en provenance de la France. C'est le lieu d'adresser nos remerciements aux autorités françaises pour le soutien apporté à la réussite de cette opération. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur continue de tout mettre en œuvre afin que nos compatriotes bloqués à l'étranger puissent revenir au Sénégal. Et c'est dans ce cadre qu'un premier vol avec 130 passagers a atterri en début de semaine à l'aéroport international de Blaise Diagne. Un vol organisé par l'ambassadeur du Sénégal en France et le consul général. Toutes les mesures sanitaires ont été respectées de l'embarquement à l'arrivée. Voici quelques réactions à l'atterrissage. J'étais coincé au niveau de la France, étant parti pour une mission courte durée. Donc on a eu à être confiné pendant plus de 50 jours, donc se retrouver bloqué en France, laissant ici nos enfants, nos familles, notre travail. Par exemple, moi j'ai laissé ma fille de 4 ans. Donc au travers de tout cela, on a décidé donc de monter un collectif qui a commencé donc via une plateforme digitale. Et ensuite donc avec mon collègue Monsieur Souran, on a décidé de créer un groupe WhatsApp où aujourd'hui il y a plus d'une 150 personnes réunies. Donc tout d'abord déjà, on remercie l'État sénégalais de nous avoir permis aujourd'hui de pouvoir rentrer au Sénégal et retrouver nos familles parce que c'était pas gagné du tout. Donc merci aux autorités, merci au ministre des Affaires étrangères, merci à notre président, merci à l'ambassadeur au niveau de la France, au consul, merci vraiment à tous ceux qui nous ont soutenus. Sur décision de nos autorités, il a été demandé à tout un chacun de rentrer chez soi et de s'autoconfiner. Donc l'objectif, c'est de responsabiliser tout le monde. Premier élément, c'est que tout un chacun est responsable de sa propre santé. Alors, mettre nos compatriotes dans cette situation pour les aider à comprendre un peu la maladie, en quoi elle peut être très dangereuse pour sa famille, pour les membres de sa communauté et pour le Sénégal entier. Je rappelle que le rapatriement se poursuit avec un deuxième vol attendu ce jeudi. Les usagers de la route contre la demande des syndicats du transport d'ouverture du transport interurbain. Selon ses membres en point de presse, la reprise de cette activité peut propager le Covid-19. Ils ont salué par ailleurs l'assouplissement des mesures concernant le transport urbain. Salut sec. La santé des populations est au cœur des préoccupations de l'Association sénégalaise pour la sécurité des usagers de la route. Selon ses membres, le transport interurbain peut être un véritable vecteur de propagation du coronavirus dans ce contexte. Et dans cette dynamique, il est inimaginable de reprendre cette activité, dit son président. ASIR est entièrement contre l'ouverture du transport interurbain, ce qui fait l'objet de notre point de presse. Et nous avons dit qu'ouvrir le transport interurbain, c'est transporter le virus d'une région à une autre. Et les résultats que l'Organisation mondiale de la santé a eu hier, avec toute inquiétude, je crois que si l'organisation internationale est inquiétée par rapport à la propagation du virus, nous, au niveau du Sénégal, on doit être inquiets. Concernant le transport urbain, l'ASUR salue la décision prise par les autorités compétentes pour assouplir les mesures. Cependant, elle exhorte les usagers au respect des mesures barrières. L'accompagnement doit être tout simplement que ces gens-là doivent avoir le port des masques, que ces masques doivent être obligatoires parce que la distance n'est plus respectée si le bus remplit le nombre de passagers inscrits sur la carte grise. Par rapport aux enfants, et surtout dans les écoles privées, on demande à ces gens-là de veiller à la sécurité des enfants avec le port des masques, mais aussi en limitant le nombre d'enfants dans les bus. Ce point de presse a été mis à profit pour saluer les mesures prises pour lutter contre les cas issus de la transmission communautaire. Dans le cadre de ces activités, l'Association sénégalaise pour la sécurité des usagers de la route va effectuer des visites pour constater l'état d'exécution des projets comme le BRT, les autoponts et le rond-point Lobat-Fall. Les services de l'État abattent un travail important depuis le lancement de l'aide alimentaire. Aujourd'hui, dans 11 régions, les opérations de distribution ont bien commencé et vont se terminer dans 6 semaines, rassure le ministre Mansour Faye. Il était à Pout pour le début du lancement au profit de la 3e plus grande région bénéficiaire, Abasso. Des sacs de riz, des bidons d'huile,
un sac de sucre, des savons et sachets de pâtes. Un kit complet de denrées alimentaires dédié aux ménages vulnérables de la région de Thiès. 109 milliards pour un budget comme le Sénégal, il faut être un président de vision pour pouvoir le faire. Remise symbolique des bénéficiaires à Pout sous le regard de certains membres du comité de suivi des forces Covid-19. Par cet acte, le processus de mise en place a bien démarré dans un contexte particulier. Le président de la République a pris 1000 milliards. Il a mis 1000 milliards. Et de ces 1000 milliards, il a pris 69 milliards dont une partie aujourd'hui va être distribuée dans la région de Thiès. Pour soutenir les populations, 69 sur les 1000 milliards vont permettre de satisfaire les besoins de plus d'1 million de familles partout au Sénégal. En quasiment 6 semaines, nous avons réussi à faire le tour du Sénégal et à faire en sorte que, au moins, que toutes les denrées soient présentes au minimum au niveau de chaque localité. Cette opération, initiée par M. le Président de la République, est une opération, en tout cas, très bien réfléchie, d'autant plus que dans un contexte où, au niveau de certains départements, l'expression insécurité alimentaire était en cours. Ce plan de riposte, à travers l'appui alimentaire, apporte des éléments de réponse par rapport à cette insécurité alimentaire. Puisque les ménages qui sont choisis, sélectionnés, enrôlés, ce sont ces ménages-là qui sont à même de recevoir cet appui alimentaire. Le lancement est effectif dans les 11 régions. Dans les prochains jours, toutes les régions seront servies avec une traçabilité des bénéficiaires. À Boutoupa Kamarakunda, les familles de retour voient une vieille doléance réalisée. Le programme d'urgence de développement communautaire appuie les ménages vulnérables dans l'arrondissement de Niaguis. En plus de cette aide, d'autres infrastructures sont prévues dans les domaines de l'électrification, les pistes de production, entre autres. Kaltom Gueye. 6 000 tôles d'une valeur de 16 800 000 francs CFA pour 74 ménages vulnérables dans l'arrondissement de Niaguis. Ceci entre dans l'effort de réinstallation des populations déplacées par le conflit. De retour, ces familles sont confrontées à une situation de précarité économique assez sérieuse. Tout le monde sait que le conflit casamancé s'est beaucoup appesanti, a beaucoup fait mal à la commune de Boutoupa Kamarakunda. Donc c'est pourquoi nous avons sollicité lors d'un CRD organisé à Ziguinchor le ministre Mansour Faye pour qu'il nous vienne en appui en zinc pour le retour des populations. Et c'est ce qui s'est concrétisé aujourd'hui par une remise symbole de tôle à ces populations déplacées. C'est un geste qui nous va droit au cœur. Je suis très contente. J'ai jamais pensé qu'un jour j'aurais la possibilité de couvrir le toit de mon bâtiment. J'ai construit ma maison, mais par manque de moyens, je n'ai pas pu acheter les tôles. Donc cet appui est un soulagement. Je suis très émue par ce geste. Le programme d'urgence de développement communautaire accompagne ainsi les populations. Un accompagnement qui augure de lendemain meilleur pour ces localités. Cette visite aussi augure de l'espoir. Parce que nous sommes dans une commune qui est dépourvue de beaucoup d'infrastructures communautaires. Donc la visite du ministre du Développement communautaire et du coordinateur national du PDC augure de l'espoir quant au démarrage de beaucoup de chantiers qui vont concerner plusieurs secteurs. L'hydraulique, la santé, l'éducation, les pistes de production. Ces doléances ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. En plus de la remise de ces tôles, le coordonnateur du PUDC compte continuer les réalisations. Vous aurez l'électrification pour les villages qui sont sur l'axe de la piste entre la route bitumée et ici. Il y a à peu près 3 ou 4 villages. Le PUDC a pris l'engagement de le faire. Bien sûr, je pense que Boutoupa Kamarakunda ne restera pas bien sûr derrière toutes ces réalisations du PUDC parce que comme vous le savez, dans le cadre de la phase 2, la région de Casamance en général, quand je parle de la région de Casamance, c'est Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, nous sommes en train de faire d'importantes réalisations dans le cadre de l'électrification rurale, dans le cadre de l'hydraulique, dans le cadre de la construction de postes de santé et même d'écoles. Donc, pour vous dire que dans la deuxième phase, l'instruction que nous avons reçue du chef de l'État, de son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est de faire de cette zone une zone de concentration des investissements
dans le cadre de la mise en œuvre du PUDC. Une bonne nouvelle pour ces localités qui manquent presque de tout. Les tôles et les kits d'hygiène remis à ces familles vulnérables est un premier pas pour les autorités pour mettre Boutoupa Marakunda sur les rampes de l'émergence. Vous le savez, pour accompagner le secteur du tourisme fortement impacté par le Covid, l'État va mettre 15 milliards de francs CFA. À Kaolack, la nouvelle a réjoui les acteurs. Ils ont échangé avec la tutelle en visioconférence. Déjà, plus de 12 millions sont disponibles pour 2 réceptifs hôteliers. Claire Diop. S'il y a un secteur fortement touché par les effets négatifs du Covid-19, c'est bien le tourisme. À Kaolack, la restriction des déplacements a fortement affecté le chiffre d'affaires des réceptifs hôteliers. Face à cette situation, l'État a voulu accompagner les acteurs. Une subvention est allouée. Elle va servir de fonds de roulement. Objectif, relancer les activités et sauver des emplois. L'initiative de M. le Président Macky Sall, Monsieur le ministre a voulu bien nous assister, nous accompagner en nous faisant bénéficier d'un fonds de roulement de 3 mois, avec des taux très favorables. Voilà. C'était aujourd'hui une symbolique, un premier lot qui a été maintenant dégagé pour les acteurs. Ce premier jet de plus de 12 millions de francs CFA concerne 2 réceptifs et d'autres vont suivre. Un travail de sensibilisation et de recensement est en cours. Le montant alloué présentement à la région de Kaolack s'élève à 12 777 000 francs CFA. Présentement, il y a d'autres dossiers en cours qui sont présentement en étude. Et j'espère que sous peu de temps, c'est favorable. À Kaolack, le tourisme est l'un des secteurs d'activité phare derrière l'agriculture. Cette subvention, avec des taux préférentiels de 3,5% en 96 mois et 24 mois de différé, va permettre au secteur de redémarrer. Il ne faudrait pas que, après le Covid, que toute l'économie s'écroule. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a pensé à mettre en place un dispositif pour sauver, en tout cas, tous les secteurs de l'économie nationale, en particulier le secteur du tourisme. Comme vous le savez, quand il y a restriction des déplacements, quand il y a donc des dispositifs pour le respect des distanciations physiques, sociales, je crois que les gens ne se déplacent plus. Et quand les gens ne se déplacent plus, il n'y aura plus donc d'ouverture de réceptifs pour accueillir des touristes ou des voyageurs ou des séminaristes. Kaolack, une région qui regorge d'énormes potentialités touristiques. On note la présence d'une diversité de sites naturels. Ngouidjouli, Akawon, les mégalithiques à Singayen, la forteresse de Mabadiarouba à Nyoro ou encore l'immense héritage de l'ancien royaume du Saloum. Le tourisme religieux n'est aussi pas en reste. Des atouts non encore exploités. Une dynamique constructive pour la relance d'une économie locale durable est enclenchée. La vision, faire de Kaolack une ville touristique. Ici à Dakar aussi, il y a eu une remise de chèques aux acteurs du tourisme. La région a reçu un montant de 1,8 milliard de francs CFA et des conditions de remboursement accessibles sont donc également sur la table. Un financement donc bien accueilli par les acteurs. Voici quelques réactions. Nous savons tous que c'est un secteur qui a été fortement et négativement impacté par la maladie. C'est un secteur également qu'il va falloir accompagner et aider à se relever de ce coup dur. C'est ce que le chef de l'État a compris en demandant à M. le ministre du Tourisme et des Transports aériens d'accompagner les acteurs du tourisme à travers des financements à eux remis suite à une sollicitation de leur part. Donc aujourd'hui, pour ce qui concerne la région de Dakar, un montant assez important de 1,8 milliard vient d'être injecté dans le secteur, donc remis aux professionnels du tourisme de la région de Dakar. Il s'agit d'hôteliers
il s'agit de professionnels de la restauration, il s'agit de guides, bref, il s'agit d'hommes et de femmes qui souhaitent travailler et qui souhaitent continuer à dérouler leurs activités malgré les difficultés de l'heure. Ça nous aidera à nous relever parce que nous sommes presque quasiment à terre, mais surtout c'est que ça nous aidera à être présents lors de la réouverture des frontières et du tourisme. Les conditions de remboursement sont relativement douces. Les taux d'intérêt sont quasiment presque nuls. Donc tant et si bien que, les conditions étant telles, nous les rembourserons parce que nous sommes responsables aussi également. Le crédit hôtelier était un instrument de financement du ministère qui existait avant, sous une enveloppe de 3 milliards. Mais compte tenu de cette crise, nos autorités l'ont amené jusqu'à un montant de 15 milliards. Le fonds du crédit hôtelier a un double objectif. Le premier, c'est de faire sortir les entreprises hôtelières et touristiques de cette crise sanitaire. Le deuxième objectif de ce crédit hôtelier, c'est de préparer la relance du secteur touristique. Donc ce sera une relance basée sur la stratégie touristique du ministère, mais aussi basée sur tout ce qui est projet adossé au plan Sénégal émergent. L'ADER octroie 1 milliard de francs CFA pour régler le problème des invendus dans les Niayes. Les commerçants ont reçu l'argent et ont commencé à acheter des stocks à Noto, à Mboro, à Thiep et à Potou. Les producteurs qui trouvent solution à leurs problèmes grâce à l'ADER qui veut monter à présent jusqu'à 3 milliards de financement à Midi Diop. Une transaction à l'instant, de l'argent comptant pour les producteurs d'oignons de Potou. Les commerçants accompagnés par l'ADER disposent d'1 milliard de francs CFA pour acheter les stocks d'oignons et de pommes de terre invendus dans la zone des Niayes et à Saint-Louis. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, nous a chargé de mettre en place une ligne de financement en relation avec la Banque agricole. Nous avons débloqué 1 milliard de francs CFA. Depuis hier, les notifications de crédit sont tombées. Les commerçants sont là, ils ont l'argent, ils sont en train d'acheter. Depuis la semaine dernière, déjà, ils ont fait des commandes. L'objectif étant d'aller à 3 milliards de francs CFA au besoin. Nous sommes en discussion aussi avec PAMECAS, avec qui nous avons structuré une ligne de financement de 500 millions. Après Potou, nous dirigeons vers Dagana et Podor, dans la vallée, où aussi il y a une forte production. Notre objectif, comme le chef de l'État, le président Macky Sall veut, c'est que nous atteignions l'autosuffisance alimentaire en oignons et en pommes de terre, en produits maraîchers, horticoles, pour le Sénégal. De Noto à Potou, en passant par Mboro et Thiep, les producteurs voient l'octroi de ces fonds aux grands commerçants par l'ADER comme une solution aux problèmes d'invendus. Ces commerçants qui disposent des crédits comptent visiter tous les producteurs disposant actuellement d'oignons ou de pommes de terre pour acheter leurs marchandises. amatul lu ñuy xaar naan dama am problème xaalis wala dama am problème déplacement loolu yëpp ñoom réglé nañ ko kon tey jii ñun ñoo ci des ginnaaw bi ñu gunge ba pare ñooy ñëw ci producteurs yi fexe li ñu yor ñu jënd ko. l'ADER est venu à son heure parce que pendant que nous demandions à ce que l'ARM ait des fonds pour réguler le marché, l'ADER a réagi en nous aidant à injecter dans le secteur beaucoup de milliards pour permettre aujourd'hui aux commerçants de venir à temps acheter la production horticole dans la zone des Niayes. Actuellement, vraiment, nous, en tant que producteurs horticoles de la zone des Niayes, de Kayar à Lompoul, en passant par Noto, Goudiama et Mboro, nous sommes très satisfaits de la commercialisation de la pomme de terre. En plus de l'achat des productions, c'est au cœur de la chaîne de valeur horticole que l'ADER compte intervenir dans l'acquisition de matériel agricole et dans la transformation des productions. Maintenant, autour de l'ADER, on a décidé de nous retrouver avec le secteur privé et les organisations de producteurs pour des montages financiers, parce que l'argent existe, fort heureusement, permettant les supports techniques aussi, les modèles techniques existent, permettant de réaliser ces infrastructures structurantes, mais aussi marchandes, pour régler cette question. C'est le marché de Noto. Vous avez vu plusieurs sacs en train d'être vendus. Donc, l'agriculture est une source de richesse. La commercialisation est une levée de la production. L'ADER a accepté de financer
le matériel agricole, mais aussi de mettre en place des infrastructures post-récolte pour faciliter la commercialisation et la transformation. Pour cette première étape d'une visite qui ira jusqu'à Podor, des solutions sont trouvées pour les stocks invendus. L'accompagnement de la DER d'1 milliard de francs CFA actuellement pourrait aller jusqu'à 3 milliards de francs CFA selon les besoins des grossistes et des stocks disponibles. L'objectif est de régler le problème des producteurs qui, depuis des mois, attendaient la délivrance. Voilà une transition pour parler des préparatifs de la Korité. Oignons et pommes de terre inondent le marché, mais les prix ont flambé. Une situation que les consommateurs ont du mal à comprendre. Entre le marché à Gueule-Tapée de Cambérène, Castor et Tilène, les prix fluctuent. C'est le constat fait par Fanta Pachi. Marché Gueule-Tapée de Cambérène, chargement et déchargement d'oignons au Pacniaï ou marché Soblé. Plus de 450 000 tonnes d'oignons locaux sont entreposées ici pour les besoins de la Korité, de quoi rassurer les consommateurs. Mais il n'y a pas que l'oignon, la pomme de terre et l'ail sont également disponibles. Mais il n'y a pas un manque de pommes de terre, mais le prix commence à augmenter. Je ne sais pas quel est ce facteur qui évolue. Mais ce marché est bien approvisionné actuellement. Le marché est bien approvisionné en oignons, en pommes de terre, en ail. C'est qu'il faut mettre surtout au niveau du commerce, il faut mettre les sur la pomme de terre. Parce que d'ici demain, ça peut devenir plus cher qu'aujourd'hui. Le prix aux producteurs n'a pas évolué, précise ce grossiste qui se veut prudent. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas les facteurs. Au niveau de votre plateforme? Non, ici on maintient le prix est maintenu. Au niveau de l'oignon comme de la pomme de terre. On peut avoir une idée des prix? Non, je n'ai pas l'habitude de parler de prix. Il y a une fourchette entre 9 000 et 9 500 qu'il y a pour la pomme de terre. Et pour l'oignon, il y a une fourchette pour les sacs de 25 kg entre 6 000 et 7 000. Ouais. Et pour l'ail? L'ail, c'est à 12 500 actuellement. Ouais. Le carton de 10 kg. Au marché Castor également, une importante quantité d'oignons est en stock et les prix varient en fonction de la qualité. Ngagne Bay est la meilleure qualité. L'oignon du Waalo vient en deuxième position et la dernière qualité, c'est l'oignon qui provient du Fouta. Pour ce qui est de la pomme de terre, les producteurs n'ont pas encore libéré les stocks. Du coup, les prix ont flambé sur le marché. Il y a de la pomme de terre pour toutes les bourses. Certains vendent à 200 francs, d'autres à 250. Il y en a même qui vendent à 400 francs le kilogramme. Du grossiste au détaillant, le prix de l'oignon a connu une hausse en quelques jours. J'ai acheté le kilo d'oignon à 350 alors qu'il se vendait à 200 francs, voire même 150 francs. La pomme de terre est à 400 francs contre 300 francs il y a quelques jours seulement. Une situation qui semble être la règle à chaque veille de fête, notamment ici, à Tilène. Là déjà, le kilo de la pomme de terre est à 500 francs. Je trouve ça quand même assez cher. Oui. Par rapport au prix habituel. De même que l'oignon aussi. La pomme de terre, ça varie entre 350 et 400 et là, c'est passé à 500 francs. L'oignon aussi a augmenté. Le prix de l'oignon du Sénégal actuellement est à 400. Alors qu'habituellement, c'était à 250, 300 francs. C'est tout le temps comme ça, les prix flambent. Et on ne comprend pas. Le marché est très bien approvisionné. Les commerçants, pour leur part, ne peuvent donner aucune explication à cet état de fait. Actuellement, le sac de pommes de terre est à 9 500 francs. C'est le prix en vigueur. Tout dépend des fluctuations du marché. Une seule chose reste constante par ces temps, le port systématique de masques, même si la distanciation ne peut être respectée dans ces endroits. Sur l'international, la pandémie du Covid-19 a fait plus de 328 000 morts dans le monde. Ce mercredi a été la journée la plus noire avec 106 000 cas de contamination. En Afrique, la pandémie progresse ainsi que le nombre de décès. C'est une Fall. La barre des 5 millions de cas a été franchie. La pandémie de Covid-19 a fait au moins 328 000 morts dans le monde. Elle est en recul en Europe, mais se poursuit en Amérique latine. Le Brésil a dépassé pour la première fois 1000 morts en 24 heures. En Europe, la pandémie est considérée comme étant sous contrôle. Les bilans sont en baisse et la tendance est à la levée progressive du confinement. En Chine, par crainte d'une deuxième vague épidémique, la ville de Wuhan a lancé une campagne générale de dépistage. Premier pays touché, la Chine compte 2 nouveaux cas confirmés, dont un venant de l'étranger.
Le pays dénombre au total 82 000 cas et plus de 4 600 morts ce jeudi. Les frontières internes de l'espace européen sont soumises à des restrictions et des contrôles. Chaque pays, pour chacune de ses frontières, décide des exceptions possibles. Pour simplifier, les travailleurs frontaliers, les soignants et les routiers peuvent passer. En France, ces passagers doivent s'accompagner d'une attestation spécifique. Des contrôles sont menés. L'Organisation mondiale de la santé rapporte un record du nombre de cas de contamination dans le monde sur la journée de mercredi 20 mai. 106 000 cas ont été déclarés à l'OMS. Le chiffre le plus élevé pour une seule journée depuis le début de la pandémie. À noter également que l'Afrique est de plus en plus atteinte par le coronavirus, avec de nouveaux cas et des décès qui augmentent rapidement. En football, c'était le dernier rescapé encore actif de la génération 2002. L'ex-international sénégalais Souleymane Camara a raccroché cette semaine les crampons. Une information annoncée par le président de son dernier club Montpellier. L'homme a fait près de 20 ans dans le milieu professionnel et marqué les esprits. Son parcours retracé par Ibrahim Mbou. Longévité, hygiène de vie, humilité. 3 mots qui résument à suffisance la carrière de Souleymane Camara. En feuilletant l'album Souvenir, figure en première page ce but hyper important contre la Zambie qui a permis aux Lions de se qualifier en quart de finale de la CAN 2002 au Mali. Souleymane Camara, c'est aussi la Coupe du Monde 2002 face au Danemark en match de poule. C'est lui qui fait l'appel déroutant la défense adverse sur le but de Salif Diao. L'un des plus beaux buts de l'équipe du Sénégal ces 20 dernières années. Denmark was simply short-staffed here as Senegal broke up field. Fadiga fed the ball through to Jean. Petit Jules était le Benjamin du groupe. Il avait 19 ans. Avec le Sénégal, il comptabilise 35 sélections pour 7 buts. Formé à Aldo Gentilhan, Souleymane Camara commence sa carrière professionnelle à l'AS Monaco en 2001. Il est aussi passé par Nice et Guingamp avant de rejoindre Montpellier en 2007. Avec le club héroltais, il est champion de France en 2012. À son actif, 433 matchs, toutes compétitions confondues, sous les couleurs de Montpellier. Un record. Sur le côté droit de Guirolo Ndiassambé, c'est son 3e but de la saison déjà. S'y ajoutent 62 buts marqués en Ligue 1 française, souvent en sortie de banc. Un super sub très efficace. Âgé de 37 ans, Souleymane Camara met un terme à une belle carrière. Montpellier lui propose déjà une reconversion au sein du club. Pour finir, ce communiqué de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire qui donc se réunit dans les locaux de la RTS le samedi 23 mai 2020, correspondant au 29 Ramadan Corps 1441 Hégire à partir de 18h30 pour observer l'apparition du croissant lunaire, marquant la fin du mois de Ramadan Corps 1441 Hégire et le début du mois de Shawwal Kori 1441 Hégire. À cette occasion, la Commission invite tous les musulmans à observer avec elle l'apparition du croissant lunaire et de lui communiquer le résultat par téléphone au numéro ci-après 33 822 48 68 77 554 67 91 77 645 13 52 77 559 04 80 et au CDM de la RTS, signé le coordonnateur national Mourchid Ian Ahmed Ian Thiam. Je rappelle donc que la commission se réunit dans les locaux de la RTS le samedi 23 mai à partir de 18h30 pour observer l'apparition du croissant lunaire. Voilà qui met un terme à cette édition. Ramata Dem sera sur le plateau après pour l'émission Basmi avec toute son équipe. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS.